Merci et bienvenue à tous pour ce dernier webinaire de l'année. On a un sujet qui, en tout cas, vous intéresse et qui nous a semblé pertinent d'aborder, puisque globalement, pour paraphraser la présentation, c'est et si votre prochain client était déjà dans votre base. Donc, on va forcément parler fidélisation client, transformation. Ouais. Et pour ça, je suis accompagné de Priscilla, qui est partie et est revenue. Donc, je te laisse te présenter. Eh bien, bonjour à tous, alors bienvenue, merci pour votre participation. Donc moi, je suis Priscilla, je suis aujourd'hui donc directrice du service client, donc de l'expérience client. Il y a sûrement parmi vous des clients qui me connaissent déjà, avec qui on a mené des projets ensemble, on a peut-être aussi échangé par le support. Donc voilà, aujourd'hui, je présente donc ce webinaire avec Fabien. Voilà. Eh ben, écoutez, enchanté. Donc, Fabien, voilà, ça n'a pas changé. Je suis directeur et en charge de l'acquisition chez Coman. Donc, pour les clients qui participent, on a très certainement échangé ensemble à un moment ou à un autre. Et puis, pour tous les prospects et futurs clients de Coman, on aura l'occasion d'échanger. Alors, juste quelques règles pour ceux qui n'ont pas l'habitude de nos webinaires. On a coupé vos caméras et le son pour que tout le monde puisse participer, quoi, en tout cas, écouter dans de bonne qualité. Si vous avez des questions, mettez-les dans le chat, on y répondra à la fin. Donc, au fur et à mesure, vous pouvez poser des questions. On aura un temps d'échange où on prendra le temps à la fin de répondre à vos questions particulières. On est parti à peu près sur une demi-heure. Et après, on devrait se laisser le temps si vous le souhaitez un peu plus longtemps. Donc, pour ceux qui déjà ne connaissent pas Coban, alors on est un outil qui vous aide à structurer et piloter votre performance commerciale, relation client, et on va avoir tout un éventail de modules qui vont vous permettre à la fois de gérer toute la partie acquisition, donc générer des leads, suivre vos prospects, et durant tout le cycle de vente, commercial, la partie facturation, de la gestion de projet, de la fidélisation et notamment le sujet d'aujourd'hui. Mais voilà, donc si vous souhaitez en savoir plus, ce sera avec plaisir. Et je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec déjà un peu de mise en contexte, puisque forcément, par rapport au sujet du webinaire, on va parler de la partie fidélisation et renouvellement de votre parc client. Mais aujourd'hui, il y a des stats qui sont là, vous les connaissez peut-être, et qui sont assez parlantes, puisque souvent, on va opposer la partie acquisition avec la partie fidélisation, et mettre beaucoup de plus d'enjeux et d'impact sur la partie acquisition, alors que finalement, quand on regarde les stats, travailler son parc client, c'est sain, c'est une bonne méthode, et ce qui va vous permettre, en fait, si on regarde les différents chiffres, l'acquisition, déjà, c'est quelque chose qui coûte de plus en plus cher. Et aujourd'hui, fidéliser un client coûte 5 à 7 fois moins cher que d'aller chercher un nouveau client. Donc, c'est parlant, c'est très simple à comprendre. Et en fidélisant ne serait-ce que 5% de vos clients supplémentaires, des clients qui seraient partis, si vous en gardez ne serait-ce que 5%, ça va vous permettre d'avoir un impact sur les générations de profit équivalent à 25%. Et alors, là, le 65%, ça va dépendre forcément, chacun d'entre vous, vous avez peut-être des répartitions qui vont être légèrement différentes, mais de manière globale, 65% de votre chiffre d'affaires est généré par vos clients existants. Et quand on met ça en relation avec le fait que seulement 20% des actions commerciales sont à destination des clients existants, on se rend compte que finalement, la majeure partie de notre chiffre d'affaires est faite sans mettre des efforts dessus. Et donc, on pourrait augmenter cette partie-là si on répartit. Et donc, bon, c'est un petit peu l'enjeu du webinaire aujourd'hui, de se dire que vous avez des leviers de croissance, simplement, vous ne les exploitez pas ou pas assez. Et donc, on va détailler ça aujourd'hui. Donc, dans cette première partie, on va voir ensemble que tous les clients ne se valent pas. Donc, la clé va être vraiment la priorisation, donc prioriser intelligemment. Parce qu'effectivement,
un client satisfait n'aura pas forcément le même potentiel de croissance. Donc, avec une même satisfaction, on va avoir un potentiel de croissance qui va être différent, notamment lorsque les entreprises vont être en phase de recrutement ou acquérir de nouveaux marchés ou même justement faire des investissements. On va avoir aussi l'ancienneté. Donc, l'ancienneté ne garantit pas les mêmes opportunités de business, hein. Forcément, un client très ancien n'aura pas forcément les mêmes besoins demain, pas d'évolution dans son outil, une dynamique commerciale qui sera peut-être plus limitée. Donc, tous ces éléments-là peuvent être différents en fonction donc, des entreprises et donc de l'ancienneté et des attentes. Un même volume ne rapportera pas la même rentabilité, notamment les gros clients. Vous le savez, ils sont ceux qui vont vous solliciter le plus souvent. Donc là, il va y avoir peut-être un peu plus de temps à passer avec eux. Vont solliciter peut-être un peu plus le support et puis également négocier forcément puisque ce sont vos gros clients. Donc là, la rentabilité ne sera pas la même qu'avec un petit client qui, lui, on entend quasiment jamais, il ne vous prendra pas beaucoup de temps. Donc, chercher les bons, c'est chercher donc les bons clients, mais pas forcément tous les clients. Donc, comment identifier les clients à potentiel ? Donc là, vous avez le niveau de satisfaction. Donc, je ne sais pas si tout le monde l'a mis en place, hein. Forcément, chez certains de nos clients, ce n'est pas forcément encore en place. Donc, analysez le NPS. Le NPS, c'est le Net Promoter Score. C'est un outil qui va vous permettre donc, de mesurer la satisfaction de vos clients. On va avoir les feedbacks clients, forcément, les petits retours que vos clients vont vous transmettre. Alors, quand vous allez faire des points avec eux ou à travers les différents échanges, et surtout, vous allez avoir l'historique du service après-vente. Alors, ouais, juste par rapport à ça, c'est vrai que sur le niveau de satisfaction, quand tu parlais du NPS, c'est des notions de score, donc on en reparlera, et ça, c'est des fois compliqué quand on n'a pas d'outils. Mais de manière empirique, en fait, normalement, vous savez si vos clients sont plus ou moins satisfaits, mais c'est souvent des choses qui restent en fait dans la tête des utilisateurs et qui sont pas trop exploitées derrière. Mais c'est aussi bien d'aller leur demander des fois ce qu'ils en pensent vraiment. Voilà, et puis parfois, en fonction justement de cette note, de ce scoring que vous allez mettre en place, hein, vous savez que ceux qui sont plutôt entre 9 et 10, c'est vraiment vos clients qui sont très satisfaits, c'est vos promoteurs. Ceux qui vont être entre 7 et 9, là pour le coup, ce sera plutôt des clients, on va dire, utilisateurs, mais pas très engagés. Et ceux qui sont en dessous, alors ceux-ci, c'est vraiment ceux-ci à qui il faut porter attention, parce que là, c'est vos détracteurs. Donc là, on va plus se porter sur eux et voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer justement cette fameuse note, ce fameux scoring. Donc, on aura aussi donc l'usage réel, donc mesurer vraiment l'utilisation que vos clients ont de vos produits ou de vos services. Donc ça, c'est vraiment vous qui allez devoir les suivre, peut-être par rapport aussi à la connaissance, voir qu'est-ce qu'ils utilisent chez vous, quels sont les produits les plus utilisés. L'historique des achats, donc là, on vous l'a noté, mais examiner la fréquence, donc forcément, un client qui va acheter régulièrement n'aura pas le même potentiel. Donc, le volume et la qualité des interactions, si vous échangez régulièrement avec vos clients, le volume que vos clients donc, achètent chez vous, tout ça va faire en sorte que vous pourrez donc identifier vos fameux clients à potentiel. Et puis, bien évidemment, on a aussi donc, les signaux faibles. Donc là, c'est vraiment détecter les questions, les demandes spécifiques, le retour que peuvent vous faire vos clients. Ça, c'est vraiment des choses auxquelles on ne pense pas toujours, mais c'est là où il faut être très attentif parce que parfois, ça peut ressortir dans un échange, quelque chose de peut-être informel, mais vous allez avoir des petits signaux comme ça qui vont vous alerter. Donc là, vraiment, détecter les clients qui sont prêts à acheter davantage, mais sans forcément le dire explicitement. C'est la petite phrase de l'objectif. Ouais. Et donc, comme tu viens de dire, on peut dire il y a 4 critères qui permettent de pouvoir scorer les clients. Quand on a un outil qui le fait, c'est idéal, mais on a aussi voulu vous donner un exemple que vous pourriez appliquer de manière assez pragmatique à l'issue du webinaire et profiter des périodes un petit peu plus calmes, selon les activités de cette fin d'année. Et on pourrait le faire avec 3 axes. Donc, satisfaction, l'usage ou l'historique. Et pour chacun des axes, on va donner une note. Donc, par exemple, sur la satisfaction, on peut se dire que c'est de 0 à 3. Un client très satisfait, on va lui mettre un score de 3. Un client qui passe son temps à râler, on va lui mettre 0, par exemple.
Pareil sur l'usage ou en fonction de son historique qu'on a eu avec eux. Et ça va vous donner finalement une grille de lecture de votre base client qui va être plus objective que ce que vous avez naturellement envie de faire, parce que c'est humain, mais on va parler avec les gens avec qui on s'entend bien, ceux qui nous parlent et avec qui on interagit régulièrement. Mais vous avez certainement dans votre base client des personnes avec qui vous échangez peu, qui font pas de bruit, qui commandent régulièrement ou pas assez régulièrement par rapport à leur potentiel, mais en tout cas en identifiant comme ça selon une grille, bah, vous allez pouvoir vous dire que finalement, sur tous les clients qui ont un score égal ou supérieur à 7, hein, par exemple, mais ça c'est vous qui définissez, eh ben, on va se dire, ceux-là, c'est vraiment ceux sur lesquels on va mener des actions parce qu'il y a un potentiel de croissance. En tout cas, c'est des gens qui nous veulent du bien, qui sont satisfaits de vos produits, de vos services. Et donc, on va aller les chercher. Et donc là, il n'y a pas besoin d'avoir forcément un outil trop complexe pour faire ce scoring-là. Bien évidemment, si vous avez un outil, voilà, et Coban le permet, de scoring client, on peut aller sur des axes, des pondérations, des choses un peu plus poussées pour travailler sa base. Mais de manière simple, déjà, si vous mettez ça en place, alors oui, ça nécessite de passer sur chacun des clients, de mettre le scoring, mais au moins vous aurez une vision beaucoup plus factuelle. Justement, donc, dans les actions immédiates que vous pouvez mener, donc cette semaine, vous allez pouvoir, par exemple, vous dire, je vais identifier 3 clients donc à fort potentiel dans la base que vous avez actuellement, donc avec tout ce qu'on a vu précédemment, hein, comment les identifier, etc., en fonction des signaux. Et justement, vous notez pour chacun pourquoi eux précisément, donc quels sont les petits signaux que vous avez repérés qui vont vous permettre justement d'identifier ces 3 clients, quelles actions commerciales seraient possibles et envisageables et pourraient surtout correspondre à votre client pour que derrière vous puissiez faire évoluer son potentiel et donc sa croissance. Et là, donc, la croissance commence par une approche méthodologique. C'est bien là où vous allez donc devoir vous structurer, donc identifier quels sont vos clients, quels sont les signaux qui vous permettent justement d'identifier ces clients-là, quels sont les signaux que vous avez repérés et surtout en face, quelles actions commerciales seraient possibles et qu'est-ce qui va correspondre à votre client. En faisant ce travail-là déjà de cette première partie, hein, bah, en fait, ça va vous permettre de mettre en place la démarche, de structurer, comme tu disais, hein, de mettre de la méthodologie, et de pouvoir travailler sur les autres axes. Il y a un point qui est contre-intuitif, ou en tout cas, naturellement, on a cette tendance tous à dire mon client est satisfait, il nous l'a dit, il commande régulièrement chez vous ou pas, mais en tout cas, il est satisfait, donc je ne vais pas forcément le retravailler. Mais en fait, la satisfaction n'est pas suffisante pour développer votre parc client. Parce que, un client satisfait peut partir. Ça, voilà, je pense que vous en connaissez, mais parce que simplement, bah, vous ne lui avez pas assez prêté attention, vous n'avez pas eu de relation avec lui, et tout simplement, ben, il a été dragué par un de vos concurrents et il s'est laissé séduire, et il peut donc s'en aller. Également, un client satisfait peut oublier. C'est-à-dire que un client, alors selon vos cycles d'achat, vos types de services, de prestations, les clients n'achètent pas forcément très régulièrement chez vous et peuvent avoir des achats qui vont être sur des fréquences de 2, 3 ans. Et donc, entre-temps, bah, il peut oublier, il peut s'être passé des choses, la personne, votre interlocuteur a changé d'entreprise, et ainsi de suite. Et donc, il faut entretenir la relation. Ce qui amène, en fait, aussi, sur le dernier point, c'est qu'un client satisfait ne va pas forcément racheter seul, parce qu'à un moment, il faut aller le solliciter, il faut voir s'il n'a pas des besoins complémentaires. Cas d'usage que j'ai connu dans des expériences précédentes et avec qui j'échange chez certains clients qui est relativement fréquent, c'est-à-dire que quand vous avez une gamme de services ou de prestations de biens qui est assez large, bah finalement, vos clients vont vous identifier sur un type de service ou un type de produit, mais ne pas savoir ce que vous avez à côté. Et donc, en gardant un lien régulier avec lui, bah, vous allez pouvoir comme ça détecter des opportunités d'affaires qui sont supplémentaires et plus intéressantes. Alors, aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous avez un certain volume de ventes additionnelles qui est naturel, hein, mais voilà, en fait, vous êtes sur votre niveau de base. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles ventes additionnelles qui arrivent? Bah, alors, ce que j'ai appelé les obstacles invisibles, en fait, c'est aujourd'hui, vous n'avez pas de démarche structurée, proactive au niveau de vos clients, ou en tout cas, vous n'avez pas défini des méthodologies ou
à quel moment il faut rappeler quand un client a commandé tel type de service ou tel type de bien, parce que bah voilà, en fait, vous le faites de manière empirique, mais si vous n'avez pas mis en place un processus, une structure, bah, en fait, c'est pas quelque chose qui est mécanique chez vous et qui ne va pas donner des effets dans le temps. Il y a un chiffre clé, quand je suis tombé dessus, j'avais trouvé ça très intéressant, c'est que 60% des clients satisfaits ne rachètent pas simplement parce que on ne les relance pas. Et ça peut être le cas, notamment si on va sur d'autres thématiques, par exemple des clients qui vous ont demandé des devis, et c'est des petits devis de réassort, de pièces complémentaires ou autres, et puis en fait ils ne commandent pas tout simplement parce qu'ils oublient, ils sont trop chargés, et ainsi de suite. Voilà. Donc tout ça rentre dans une logique finalement globale de relation client et de suivi dans le temps. Alors, là, dans la relance intelligente, justement, qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Donc, déjà, une relance basée sur le contexte du client. Donc, quels sont ses besoins, ses attentes, etc. Qu'est-ce que lui va utiliser? Donc, vraiment, une relance qui va le concerner directement. Un message personnalisé, bien évidemment, et pertinent en fonction de ce qu'on vient de dire, hein, du contexte client, de ce que le client attend, ou il aurait besoin, de ce qu'il utilise et un historique visible pour le commercial pour avoir donc un vrai suivi et surtout un timing calibré donc sur les signaux parce que en fonction des différents signaux que vous allez identifier, forcément il y aura un timing derrière à adapter et ça reste quand même très important et donc ça fait partie de la relance intelligente donc de ce qui va fonctionner. Ce qui fonctionne pas, là aussi, il y a forcément des choses qu'on fait et qui ne fonctionnent pas. Donc là, on va essayer de les éviter. Donc c'est vraiment les relances génériques en masse. Donc là, on le sait tous, hein, quand on reçoit des emailings en masse comme ça de relance où finalement on se sent pas vraiment, on sent que c'est pas vraiment juste pour nous et qu'il y a d'autres gens dans la boucle, on le perçoit toujours un peu plus sans même s'en intéresser. Les promotions, donc là c'est pareil, si vous faites des promotions mais sans lien avec l'usage, donc là une fois de plus, hein, sans contexte sans le contexte du client, si c'est vraiment une promotion générique mais que le client ne se sent pas lui concerné parce que c'est quelque chose qu'il n'utilise pas du tout, là forcément ça fait partie des choses qui ne vont pas fonctionner parce que vous allez même refroidir un peu votre client parce qu'il ne se sent pas trop privilégié. Les messages hors sol et standardisés, donc là, forcément, des messages qui ne le concernent pas du tout, qui sont des messages, comme on vient de le dire, hein, sans lien avec l'usage. On sent bien que c'est quelque chose de standardisé qui va être envoyé en masse une fois de plus. Et là, le client, il aime bien quand même quand c'est assez personnalisé, que ça répond à son besoin. Au dernier échange que vous aurez eu avec lui, quelque chose, une petite attention va faire la différence et les campagnes sans suivi individuel. Donc là, ça, on l'a tous fait et on sait qu'aujourd'hui, c'est ce qui ne fonctionne pas. Donc, quand on fait des campagnes et que derrière, il n'y a pas un suivi individuel, là aussi, où on va être attentif aux clients, aux derniers échanges, à ses besoins, ça, ce sont des choses aussi qui ne fonctionnent pas. Mais en fait, tout ce qui va être trop automatisé, finalement, on a moins de valeur. Donc, un exemple concret de relance. Donc là, vous avez déjà la situation initiale. Donc, identifier quelles sont les dernières interactions que vous avez eues avec votre client. Si un client sans interaction, donc depuis 30 jours, donc là, vous voyez, hein, c'est noté ici, sans interaction depuis 30 jours, malgré un historique positif, là, on va donc du coup adapter notre relance et c'est là où justement, on va aller vérifier quels sont les échanges qu'on a eus avant ça et surtout pouvoir donc adapter là aussi au contexte du client. Les alertes automatiques, donc là, on va pouvoir se mettre, donc si vous avez un outil qui vous permet de le faire, Coban, lui, permet de le faire. Donc, mettre en place des alertes automatiques. Le système détecte donc l'inactivité et génère une notification, donc pour le commercial ou pour la personne qui va s'en occuper. Là, c'est vraiment justement, on vérifie l'usage du client, on voit s'il n'y a pas eu d'activité et généralement, quand il n'y a pas d'activité, c'est assez mauvais signe. Donc, c'est là où on va devoir justement cibler notre relance, là aussi, avec des éléments du coup concrets, en ayant vu que notre client ne s'était il n'y avait pas eu d'activité. Donc, c'est là où on va pouvoir utiliser cet argument pour faire la relance. Et le message donc personnalisé, donc là, on va faire une prise de contact justement contextuelle et non intrusive, une fois de plus, avec les bons éléments pour justement pouvoir relancer notre client sur un contexte qui le concerne vraiment. Vous avez la possibilité donc de mettre en place des messages types. Donc ça aussi, dans Coban, on a la possibilité de le faire.
Là, vous pouvez rédiger un email en mettant par exemple bonjour avec, vous voyez, comme c'est noté ici, on accompagne souvent nos clients à ce stade, etc. Donc là, vous pouvez vraiment vous le personnaliser avec des messages type déjà pré-paramétrés. Et donc, l'approche gagnante, privilégier la relation authentique plutôt que la pression commerciale. Parce qu'effectivement, les clients n'aiment pas trop quand ils sentent qu'on les force un peu. Là, vraiment, ils veulent juste un peu d'attention. On est tous pareils aujourd'hui. On aime bien cet aspect un peu privilégié où on sait que on existe, nous, en tant que personne et pas juste dans une masse euh, de clients sans même savoir quels sont les besoins vraiment pour ce client-là. Juste une précision par rapport à l'exemple qu'on vient de citer. Bien évidemment, on adapte les temps de relance en fonction de la consommation de vos services, de vos produits, mais surtout sur le message type, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut faire attention à ces messages types s'ils sont envoyés de manière trop mécanique. C'est-à-dire que c'est une trame qu'on va donner au chargé de clientèle, au commercial qui s'occupe du client, et ainsi de suite. C'est une trame qui devra, lui, après, reprendre en main pour adapter éventuellement à ce qu'on se sur du tutoiement, du vouvoiement, s'il y a d'autres éléments de contexte. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de faire ne pas oublier les alertes, quoi, d'avoir un système qui alerte automatiquement dès qu'on a détecté des cas d'usage qui sont problématiques, en tout cas qui doivent porter attention. Et après, on a une bibliothèque de messages qui permettent de faire gagner du temps au commercial par rapport à ça. Après, pour les clients de Coban, vous savez aussi, il y a les scénarios de marketing automatisés. On va pouvoir mettre des conditions et ainsi de suite. Mais voilà, sur ces messages-là, là, c'est un message type, hein, copiez-le pas directement, mais c'est de donner un contexte. On a aussi un troisième levier. Alors là, ça va dépendre bien évidemment de chacun de vos services, de vos prestations, du type de produit que vous vendez, mais c'est ce qu'on appelle l'upsell. Donc l'upsell, c'est la notion de dire mon client est aujourd'hui sur un type d'offre de gamme et je vais en fait me servir de ces comportements, des signaux que j'ai récupérés ou de ces usages pour lui proposer un service, une prestation à valeur additionnelle. Et donc, par rapport à ça, il faut bien comprendre que un bon upsell, en fait, il se déclenche naturellement. C'est-à-dire que vous allez le proposer, pas simplement dans une logique commerciale, mais dans une logique d'usage. Donc, on verra un petit peu tout à l'heure justement comment on peut le déclencher, mais c'est qu'il faut que ça vienne naturellement. Il arrive au bon moment, c'est-à-dire que il faut à savoir, et donc pour ça, avoir des outils qui permettent de tracer ou en tout cas de voir le comportement d'achat de vos clients et te dire, OK, maintenant, c'est la bonne période de lui proposer ce service-là parce qu'il arrive en limite ou ainsi de suite. Et in fine, ça répond à un besoin concret de votre client. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement lui proposer un upsell alors qu'il n'en a pas besoin, c'est pas son usage, il n'a même pas atteint la limite de sa formule actuelle et ainsi de suite. Et petit point à la fin, voilà ce qu'on a noté, c'est que c'est souvent perçu comme un soulagement. Donc, l'upsell, souvent, peut être porté alors par le chargé clientèle éventuellement ou le commercial. Donc là, c'est des gens qui ont l'habitude et qui sont à l'aise à vendre plus, mais également avec ça peut être par service après-vente, le service client, le care, qui va naturellement en fait proposer une solution au client et le client en fait sera content. Donc, on n'est vraiment plus dans une logique pure commerciale. Et donc, ça permet en fait à plusieurs personnes dans l'entreprise d'être dans cette dynamique-là. Et donc, par rapport à ça, quand est-ce qu'on peut proposer une montée en gamme? Alors, on va avoir quatre types d'usages ou de situations qui peuvent déclencher ça. Donc, le premier que j'ai noté, c'est un usage proche de la limite. Si votre service propose un certain volume ou vous avez comme ça des notions avec naturellement dans l'offre des limites basées, c'est quand on arrive proche de la limite, de proposer au client de passer sur la formule supérieure, de lui ajouter un pack, des choses comme ça. Également des nouvelles contraintes métiers. Donc ça peut être lié. Alors, j'ai noté l'évolution réglementaire. Ça, c'est effectivement des choses. Et on va prendre un cas très concret parce que vous devez commencer à avoir des communications, notamment de vos experts comptables. Mais par exemple, la nouvelle réglementation sur la facturation électronique, ça permet, des fois, dans certaines fonctionnalités, dans certaines sociétés, de proposer du service complémentaire parce que vous allez devoir répondre à une obligation réglementaire. Donc, vous savez que vos clients vont être contraints. Vous leur apportez une solution. Et pas qu'ils vont à chaque fois passer par vous, mais en tout cas, vous venez comme une entreprise qui apporte de la plus-value.
la croissance aussi de votre client. C'est-à-dire que voilà, il se développe, il a beaucoup plus de besoins, il a beaucoup plus de flux. Et à ce moment-là, bah, vous allez pouvoir lui proposer des services de livraison premium, des tarifs plus attractifs sur des gammes sur lesquelles il n'était pas aujourd'hui, et ainsi de suite. Et également les évolutions internes avec bah, voilà, du rachat de structure, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça aussi que pour détecter ces signaux-là, il faut être en relation avec vos clients et avoir une démarche proactive qui fait que régulièrement, vous allez échanger avec eux, vous allez prendre la température pour détecter ces signaux qui vous permettraient de proposer du service additionnel. Et surtout, bah voilà, ça c'est des choses qui sont assez naturelles, mais un client existant satisfait de vos services aura un taux de transformation donc, dans les pipelines commerciaux, c'est 3 fois supérieur à un prospect. Bien évidemment, on n'a plus le travail de, de le convaincre globalement de la qualité de votre service. Il vous connaît déjà, il sait ce que vous proposez, il vous fait confiance. Et à partir de là, bah, c'est quand même beaucoup plus simple de lui proposer et qu'il accepte une, une nouvelle offre. Alors, quand proposer une montée en gamme, donc la situation détectée, donc là, client à 80% de son quota mensuel avec une tendance à la hausse sur les 3 derniers mois. Donc là, forcément, c'est là où vous allez voir qu'il est arrivé au plus haut de son usage et que potentiellement, il faut qu'il évolue vers peut-être une formule supérieure pour que son besoin puisse aussi, lui, évoluer avec ce que vous pouvez proposer sur les formules supérieures. Les alertes générées. Donc là, le système enclenche une notification automatique pour les responsables de compte. Donc là, vraiment, c'est au moment où vous avez donc mis en place, pour ceux qui vont mettre en place les fameuses alertes dont on parlait tout à l'heure, où là, c'est le système en automatique qui va mettre une notification pour la personne qui s'occupe donc du compte, donc le chargé de compte, le commercial, etc. Ça dépend vraiment de votre structuration interne. La prise de contact proactive, pardon, donc le contact avant que le client ne soit bloqué ou frustré par ses limitations, parce que ça, on le sait tous, il vaut mieux être proactif plutôt que réactif, et surtout, gardez en tête que plus vous allez anticiper les choses, mieux votre client percevra et justement se sentira un peu plus privilégié. Une fois de plus, hein, on porte de l'attention à ce client-là directement en fonction de ses besoins, on est attentif. Proposition de solutions, donc là, proposition claire des options adaptées à sa trajectoire de croissance. Donc là, une fois de plus, hein, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce qu'on peut lui proposer, mais surtout qu'est-ce qui sera adapté à son besoin pour l'aider à avancer et à évoluer, donc à augmenter lui aussi, et donc améliorer donc sa croissance. Le résultat, donc là, eh ben, l'upsell, c'est ce que disait tout à l'heure Fabien, en fait, hein, les gens le voient plutôt, enfin les clients le voient plutôt comme un soulagement. Là, l'upsell devient vraiment une proposition logique et attendue. C'est vraiment un soulagement et pas une vente forcée. Justement, il y a cette petite notion où là, on se dit, bon, bah, on a une attention particulière qui est portée à ce client-là. La personne se sent un peu privilégiée. Ça répond vraiment à son besoin, à ses attentes et surtout, ça va l'aider pour sa croissance. Alors, je vois qu'il est quasiment midi. Il nous reste encore une partie. On va être un peu plus concis, puisque justement, bah, voilà, c'est un autre axe. Voilà. Donc, un de ces axes-là aussi, justement, donc là, on vous a mis, hein, vos meilleurs commerciaux ne sont pas vos salariés, c'est potentiellement les clients que vous allez reconnaître donc avec les fameux signaux dont on a parlé tout à l'heure. Ça va être les clients satisfaits que vous allez donc pouvoir nommer comme ambassadeurs. Après, vous allez les identifier dans votre fichier. Ces clients-là, ils sont satisfaits, ils ont une expérience positive qui a été vécue, ils vous ont remonté des petits feedbacks. Donc, tout ça, c'est vraiment ces clients-là, il faut que vous puissiez les identifier comme étant vos ambassadeurs. Les clients convaincus, la valeur perçue et mesurée. Les clients crédibles, hein, donc forcément, là aussi, ceux qui sont légitimes auprès de leurs pairs. Et donc tout ça, c'est un impact, enfin, ça aura donc un impact mesurable. Un prospect donc recommandé convertit 4 fois plus qu'un lead froid. Donc ça, forcément, on sait tous que lorsque on a une recommandation, ça marche un peu mieux que justement les prospects froids. Pourquoi les clients ne recommandent pas? Eh bien là, il n'y a pas eu de demande claire de votre part, donc l'entreprise n'a jamais sollicité de recommandations de manière explicite. Là aussi, vos clients sont plutôt contents quand vous leur demandez une recommandation, ils se sentent un peu valorisés. Ce qui fait aussi, c'est pas de cadre défini. Donc là, on aime bien tous, hein, quand c'est un peu facile, quand le client
Souvent, on ne sait pas trop comment ni quand. Si on donne déjà on va dire la procédure et on aide le client avec quelque chose de déjà préétabli, prédéfini, que lui n'aura plus qu'à mettre en place derrière. C'est vraiment un cadre défini. Ça va vraiment l'aider pour la suite. Et pas de valorisation. Donc là, c'est pas forcément une valorisation monétaire. Ça peut être quelque chose de plus personnel qui va là aussi être mieux perçu par votre client. Donc là, la réalité, dans 90% des cas, personne ne leur a jamais demandé de manière structurée. Ouais, c'est des choses qu'on fait des fois un peu selon le contexte, mais il n'y a jamais une méthodologie mise en place dans l'entreprise. Eh ben, c'est dingue, quoi. T'as parti. Bon, allez, je vais parler un peu plus vite. Non, non, Donc, comment activer les ambassadeurs? Donc là, identifier les bons profils. Donc là, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, vraiment le NPS, donc en fonction du scoring que vous allez donc mettre en place chez vous. Ceux qui ont un NPS élevé, donc généralement 9, 10 sur 10, hein, forcément, parce que le NPS se calcule sur 10 généralement. Ceux qui ont un usage intensif et régulier. Ceux pour lesquels vous avez eu des feedbacks positifs, spontanés, sans que même vous ayez eu besoin de leur demander, c'est eux-mêmes qui vous ont transmis des petits, ce qu'on appelle des petits verbatims, des petites phrases un peu qui font plaisir. Et l'ancienneté et la stabilité vont permettre aussi d'identifier ces bons profils. Et ensuite, dans les actions simples à déployer, donc là, une demande de témoignage ciblée. Gardez bien en tête que votre client se sentira valorisé si vous lui faites une demande de témoignage. Un programme de parrainage léger, là aussi, à mettre en place, et mise en avant de vos contenus et la reconnaissance publique. c'est moi qui reprends. Allez. Donc pour ce programme de recommandation, il y a 2 points à éviter. Le premier, c'est déjà que ce ne soit pas une usine à gaz. Voilà, comme on l'a noté, c'est que en fait, ce soit un effort pour votre client de vous recommander avec tout un ensemble de champs, des choses comme ça à renseigner. Également que ce soit long et décourageant, mais c'est un peu la même chose, hein, c'est qu'au final, votre client va dire, OK, j'ai bien envie de le faire, mais ça me demande trop d'efforts. Et donc, derrière, ce qu'il faut faire, ce sont des actions qui soient faciles à mettre en place. Éventuellement, même ce que vous pouvez faire, c'est même proposer un email type que vous transmettez à votre client qui pourra transmettre à ses contacts pour dire, bah voilà, en fait, quelque chose d'assez simple, sympa, léger, et en fait, vous facilitez la vie de votre client. Et surtout, bah voilà, c'est ce qu'on note, c'est que ça doit devenir un réflexe, une mécanique, et pas simplement une campagne de temps en temps qu'on lance une fois l'an et ainsi de suite. Non, il faut que ça vienne de manière régulière, qu'on identifie vos clients et ainsi de suite. Donc, pour conclure, vous avez 3 leviers que vous pouvez mettre en place. Donc, le premier, bah, c'est déjà identifier dans votre base qui peut être vos ambassadeurs, qui sont vos clients que vous pouvez ressolliciter pour de la vente additionnelle, pour du réachat. Le deuxième, bah, c'est de trouver des moyens de monter en gamme, de l'upsell. Donc, identifier les comportements, les achats de vos clients. Le point d'identifier des ambassadeurs qui eux-mêmes vont recommander auprès de leurs clients. Donc ça, ou de leurs contacts en tout cas. Donc ça, c'est ce qu'on vient juste de voir. Donc vous avez 3 piliers, ce que vous pouvez mettre en place. Il ne faut pas forcément tous vouloir les activer en même temps. Commencez par des actions simples sur chacun des piliers pour après passer au suivant une fois qu'on l'aura stabilisé. Les erreurs classiques. Donc là, tout faire à la main sans automatisation. Donc ça, on sait que là, pour le coup, c'est pas très pertinent. Tout faire reposer sur la mémoire des commerciaux. Mesurer sans jamais passer à l'action et réagir au lieu d'anticiper. Donc ça, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment, plus vous allez être proactif, mieux ce sera. Les résultats, et ben là, forcément, c'est des opportunités manquées en permanence. Donc, quand vous faites tout ça en reprenant ces erreurs-là, typiquement, c'est un manque à gagner. La bonne approche, centraliser toutes les informations du client. Détecter automatiquement les signaux faibles. Donc, comme on a vu tout à l'heure, c'est vraiment tous ces petits signaux tout au long du cycle que vous allez pouvoir repérer et noter. Peut-être que jusqu'à présent, c'était des choses que vous ne portiez pas attention. Là, vous allez être un peu plus attentif.
Outiller le quotidien sans complexifier les process. Donc là, forcément, hein, on va éviter de se mettre des choses trop complexes ou trop compliquées, parce qu'on est tous pareils. Hein, quand c'est trop compliqué, on n'a pas trop envie, on n'aime pas trop. Et agir de manière proactive et systématique. Le résultat, la croissance devient prévisible et pilotable.